C'est le quotidien des sportives et des sportifs. Face à l'adversaire, face à soi-même, il faut se dépasser. Gagner chaque match consécutif du tournoi. Être plus rapide 1 fois, 2 fois, 100 fois et surtout la 100e fois. Revenir de blessure, se recentrer après un échec, se relever après une défaite, c'est dans l'adversité que leurs histoires se forgent. C'est face aux épreuves que l'on réalise qui on est. Pour Coralie, l'adversité s'est présentée plusieurs fois, mais toujours avec le même visage. Elle a alors dû l'affronter, se réinventer, trouver un sens à son existence et sortir victorieuse d'un combat contre le pire. Vous écoutez Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Laura Taouchanoff. Attention, cet épisode aborde des sujets sensibles. Pour en savoir plus, reportez-vous au texte de description de l'épisode. Depuis que je suis petite, je suis élevée comme un garçon manqué par mon père, qui a dû faire un transfert sur moi. Mon corps passe à la place de mon cerveau, presque. Donc je fais des études de prof de sport, et j'ai un corps qui fonctionne bien. Je travaille comme manager de club sportif, je suis hyper sportive, je nage 4 fois par semaine, je cours au minimum 50 km dans la semaine, du triathlon, du VTT en championnat de France, et mon corps est vraiment un instrument qui doit fonctionner super bien. Quelques années après mon mariage, j'ai mal au ventre, j'ai mal au dos, j'ai des saignements très importants tous les mois, je suis fatiguée. Et donc je consulte endométriose, début d'un parcours d'infertilité puis de stérilité, on fait des FIV, ça marche plus ou moins, je fais des fausses couches. Donc mon corps fonctionne un peu moins bien. C'est très concret pour moi, ça fonctionne pas, il y a un médecin qui s'occupe de moi, on me donne des traitements, je m'en tiens là. En fait, je me pose pas trop de questions. Et j'arrive pas à tomber enceinte. L'endométriose s'est répandue dans mon corps et je suis opérée plusieurs fois et on comprend que je n'arriverai pas à tomber enceinte. Et donc, je dois démarrer avec mon mari un parcours de fécondation in vitro et de FIV qui va être très compliqué. On en fait 4. Je fais des fausses couches. C'est pas facile, ça dure des années. Si on n'a pas d'enfant l'année prochaine, on s'achète une Porsche et on part en Irlande. Et on a eu un enfant et on a acheté un break. Au bout du compte, on est parents. Et ça, c'est génial. Décembre 2009, j'ai 34 ans. Je suis mariée depuis une dizaine d'années et j'ai un petit garçon qui a 1 an. J'ai de nouveau des douleurs très importantes. J'ai de nouveau mal au dos. Je mets ça sur le compte de l'endométriose. J'ai rendez-vous chez ma gynéco. On fait un frottis. Elle me reconvoque quelques jours après pour une biopsie parce qu'elle a vu quelque chose qui n'est pas normal. On est le 22 décembre. On part dîner chez les copains. Je viens de coucher mon fils. La babysitter est là. Et je reçois un coup de téléphone. Je suis désolée de vous prévenir. Comme ça, par téléphone, ça ne se fait pas, mais je vais partir en vacances. Et c'est urgent. Le frottis a montré que vous aviez une tumeur, vraisemblablement sur le col de l'utérus. Et je veux que vous preniez très rapidement rendez-vous début janvier. C'est un peu le choc. Même si j'avais de l'endométriose, la maladie ne fait pas partie de ma vie. Mon mari est un hypocondriaque, un truc de dingue. Le moindre rhume lui fait penser à un cancer des sinus. Donc c'est surtout lui qui va se prendre ça sur la tête. Il me voit déjà morte. Tandis que moi, je ne pense pas du tout à ça. J'ai des images de chimio qui me viennent dans ma tête, j'en parle pas. Il va y avoir ces 10 jours de vacances de Noël où on va un peu dans la famille. On explique que je vais avoir des examens à la rentrée à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif, le grand centre d'oncologie, là, le grand immeuble sur le périphérique, à l'approche de Paris sur l'autoroute, qui a une sinistre réputation. Un centre de cancéro pour les mourants. Moi, je pense pas que je vais mourir, mais j'ai une image de moi sans cheveux pour la chimio. Je débarque le 4 janvier, donc super rapidement à Gustave Roussy, où là, ils me font une batterie d'examens. On me dit qu'en fait, je vais avoir juste une conisation. On va juste m'enlever le haut du col de l'utérus, que ça va être un geste peu invasif, peu agressif. Et malheureusement, en fait, au travers des examens qu'on va faire, IRM, scanner, etc., on se rend compte qu'en fait, la tumeur fait déjà plus que 4 cm et est déjà sortie
du col de l'utérus pour atteindre le haut du vagin. Je me pose pas trop de questions sur la difficulté à avoir un deuxième enfant. J'ai 35 ans, je suis déjà comblée par un petit bonhomme super sympa, super drôle, qui a 14 mois. Ce qui m'inquiète plus, c'est ce qu'on va me retirer dans le corps. On me met dans une chambre plombée, donc une chambre fermée pendant 7 jours. Donc là, j'ai juste le droit à 3 minutes de visite par jour de mon mari et mon fils ne peut pas venir me voir parce que je suis radioactive et que je risquerais de le contaminer. Je me mets dans la configuration d'un astronaute qui part dans une mission spatiale vers la Lune, coupé du monde pendant une semaine. C'est une chambre classique d'hôpital. Je suis juste sur un lit, j'ai pas le droit de me lever. J'ai une sonde urinaire, on a bloqué mon transit avec une alimentation adaptée. J'ai un appareil en fer qui écarte mes jambes et j'ai un moule qu'on m'a mis sous anesthésie générale, un dilatateur vaginal avec substance radioactive. Je suis reliée à une machine 24 heures sur 24 et on irradie au plus près la tumeur que j'ai sur le col et le vagin pour la faire réduire avant la suite des traitements. J'ai des douleurs dans le ventre, c'est pas confortable. Mais je le fais, je bouquine, je regarde la télé, j'ai mon ordi. Et puis je suis croyante aussi, j'ai la chance d'avoir un prêtre qui vient tous les jours me voir dans cette chambre pour me porter la communion. Je suis pas spécialement angoissée, je suis pas inquiète pour l'avenir, mais j'ai mal. Ça m'embête. Et à la fin de cette curithérapie, on me dit on va vous enlever le moule. On m'emmène dans une salle, on me donne un petit médicament pour me détendre. J'ai pas d'anesthésie. Le moule de la curithérapie s'est pris dans les chairs de mon vagin pendant une semaine. Le médecin me retire le moule. Et là, j'ai une douleur, un truc de dingue. Je pense qu'on m'entend hurler dans les 10 étages de l'hôpital. Je suis pas contente. Je suis prête à tout accepter. Mais là, il y a un manquement. On m'a pas prévenu, en fait, du moment que j'allais vivre, de cette douleur hyper importante. Pendant la période qui va suivre, à peu près un mois, déjà j'ai des super fortes douleurs dans le ventre, que j'avais déjà connues avec l'endométriose. Je commence à avoir des transpirations, des sueurs nocturnes. Je me sens pas bien, il y a des trucs bizarres qui se passent, j'ai pas mes règles. On ne me prévient pas que je vais être ménopausée à la suite de la curithérapie. Donc là, je me prends un grand coup dans la tête. Je suis très attachée à ce corps qui fonctionne, qui est musclé, qui est souple, qui est jeune, je surveille mon poids, faut pas que j'ai de graisse pour les compètes. Et là, je me prends 10 ans dans la vue. J'ai l'impression d'être une vieille mamie, ménopausée à 35 ans, 15 ans avant de l'être à 50. J'en parle un peu avec mon mari, mais mon mari, il est démuni. Il peut pas trop me prendre dans mes bras après la sortie de cet événement de curithérapie, parce que je suis encore radioactive, je peux pas porter mon fils. C'est mon mari qui l'ange, qui lui donne à manger pendant une quinzaine de jours. Et puis, toutes les répercussions de la ménopause sur l'intimité, sur les relations sexuelles, sur la pénétration. Comment ça se passe quand on est ménopausé à 35 ans, qu'on n'a plus de lubrification, que les parois du vagin se collent? On n'en parle pas parce que, en fait, on n'est pas là-dedans. On vit les choses au jour le jour. Mon mari, il se dit, est-ce qu'elle va vivre? Tandis que là-dessus, les médecins, ils sont pragmatiques. Ils me disent concrètement que si je fais tous mes traitements, je vais guérir de ce cancer du col de l'utérus. Je passe à l'étape suivante et là, je sais que je vais avoir une opération où on va m'enlever l'utérus. Je peux plus porter d'enfant. On va m'enlever les ovaires, les trompes et s'il y a besoin, on va me retirer des ganglions s'il y a des micro-métastases dans un cancer. La voie de migration des cellules cancéreuses utilise les ganglions lymphatiques. Je décide, quelques jours avant d'être hospitalisée pour cette grosse opération, cette grosse intervention, d'organiser une fête pour mon anniversaire. Donc j'ai un régime particulier pour cette entrée à l'hôpital. Je peux pas manger de petits fours, je peux pas manger plein de choses, je peux pas boire de champagne, mais on fait une méga fête avec un concert et on invite tous nos copains. C'est un peu une façon de faire un pied de nez à la maladie. Fin avril, il y a cette opération.
L'opération a duré un petit peu plus longtemps que prévu et je pense que mes constantes vitales ont un peu de mal à récupérer. Donc, je suis surveillée en soins intensifs, puis en salle de réveil plusieurs jours. Je suis fille unique, j'ai des oncles et tantes, des cousins, cousines, des amis, et tous y sont très présents, en plus de mon mari. Ma mère a tendance à un peu rapporter les choses à elle, tandis que je suis avec mes tubes dans le nez, dans la bouche, j'ai mon oxygène. Mais elle est tellement inquiète que son inquiétude et que son angoisse asphyxient un peu ce que je vis. J'ai juste envie d'un climat apaisé. Mon père, lui, la maladie n'existe pas pour lui. Dans la famille, on n'est pas malade. Je suis pas très contente qu'ils viennent pas me voir. Je trouve ça un peu égoïste, mais c'est comme ça. On a les résultats de cette opération, début mai. Et là, j'ai des petites métastases, des petites cellules cancéreuses qui commencent à migrer. Et donc, ce qu'on pensait terminer suite à cette opération-là, ils nous prennent dans un bureau avec mon mari et ils nous disent que malheureusement, je dois être réopérée dans 1 mois. J'ai déjà plein de petits trous sur le ventre. On va me réenlever des chaînes ganglionnaires de chaque côté de l'abdomen. Je vais avoir plusieurs mois de chimiothérapie et de radiothérapie en même temps. J'accuse le coup, je comprends ce qu'on m'explique, et je me rappelle cette image que j'avais eue quand on m'avait annoncé la nouvelle du cancer où je m'étais vue en chimio. Mon mari, il s'évanouit. Il est assommé par la nouvelle, il est incapable de faire face, il est tellement plein d'amour pour moi, il a tellement peur de me perdre qu'il tombe dans les pommes et que je suis obligée de le relever par terre. Suite à la première chirurgie en avril, je me retrouve avec des séquelles à une jambe et au petit bassin, c'est-à-dire à tout l'appareil génital. J'ai un œdème de la lymphe qu'on appelle un lymphœdème. Je me retrouve avec une grosse jambe. C'est un peu la double peine pour moi, parce que j'ai ce cancer, je dois déjà me soigner, je suis fatiguée, je suis très souvent douloureuse, et je me retrouve avec cette jambe qui est 1/3 de volume en plus que l'autre, qui est disgracieuse, qui est gonflée au pied, qui est gonflée à la cheville, qui est gonflée à la cuisse. Je me retrouve avec un pubis comme une balle de tennis. C'est le truc le plus dur de ma vie. Je suis tout le temps en short, je mets des sandales, je suis assez coquette, j'aime bien mettre des petites robes sympas l'été. J'ai des jambes hyper affûtées, je suis hyper fière de mes jambes. Ces jambes, elles ont parcouru des kilomètres en vélo. Il n'y a pas un pet de graisse. Et là, je me retrouve avec une jambe où on ne voit même plus le genou, on ne voit même plus les malléoles. J'ai l'impression d'avoir un sac de sable à la place de la jambe. Je commence à porter un bas de contention élastique, un bas de mamie qui va du bas du pied, qui est hyper chaud, qui est hyper épais, qui est moche, et qui va des orteils jusqu'en haut de la cuisse. Et je porte aussi une espèce de gaine, de compression sur ce bas qui descend au milieu de la cuisse et qui monte au niveau du nombril pour comprimer mon pubis, pour comprimer mon appareil génital, pour que le liquide lymphatique ne se stocke pas. Au fur et à mesure, je vais devoir rajouter un deuxième bas et d'autres matériaux pour contenir ma jambe. Le fait que mon mari soit hyper inquiet, ça me montre surtout l'amour inconditionnel qu'il me porte. Ça me touche à un point dingue. Son émotion vient me remontrer tout ce qu'il m'a dit le jour de notre mariage. La suite du traitement se poursuit. Deuxième grosse opération. Je réagis pas très bien à la chimio. Je perds pas mes cheveux parce que c'est une chimio qui fait pas perdre les cheveux. C'est quelque chose qui me rassure. Mais d'un autre côté, c'est quelque chose qui est pas trop compris de l'entourage. Bah, tu perds pas tes cheveux. T'es pas malade. Tu fais pas de chimio. Tout va bien. Quelquefois, quand on a un cancer, on a aussi envie que ça se voit. Et là, moi, ça ne se voit pas. Et puis, je perds beaucoup de poids. J'ai un petit gabarit, je fais 50 kilos, mais j'ai d'énormes nausées. J'ai ma chimio le lundi matin, et dès le lundi après-midi, je me mets à vomir dans le taxi qui me ramène à la maison. Et je vomis tous les jours de la semaine jusqu'au samedi où je commence à me sentir un peu mieux. Et le lundi, je recommence ma chimio qui dure 7 heures. J'ai toujours surveillé ce que je mangeais. Et là, pour la première fois de ma vie,
Comme de toute façon, je vais vomir tout ce que je vais manger avec les nausées de la chimio, on commande des pizzas triple fromage. Mon mari m'achète des glaces à la vanille, aux noix de macadamia. Comme je sais que de toute façon, je ne vais pas garder ce que je mange, c'est pas très grave. C'est un moment de liberté. Je me sens un peu trahie par ce corps qui a toujours bien fonctionné et que j'ai toujours bien nourri, auquel j'ai toujours fait attention. Mais je le vois pas comme une injustice. Je pourrais me dire, il y a des personnes qui ont fumé, bu, mangé n'importe quoi et qui auront jamais de cancer. Je comprends que ce cancer du col de l'utérus, il est dû à une contamination par le virus du papillomavirus qui se transmet par voie sexuelle. Donc, j'ai pas eu beaucoup de partenaires, j'ai pas eu une vie sexuelle très abondante avant de rencontrer mon mari, mais l'un de mes partenaires m'a transmis ce papillomavirus. C'est peut-être un coup de malchance, mais c'est pas une injustice, c'est la vie qui est faite comme ça. Je suis assez fatiguée, je peux plus courir, ma jambe est hyper gonflée, je suis douloureuse, j'ai moins de mobilité, mais je m'astreins quand même dès que l'effet de ma chimio s'est un peu estompé. Le vendredi, je marche. J'ai envie de me montrer que je suis vivante, j'ai envie de bouger, j'ai envie de respirer. Marcher, c'est aller plus loin, c'est dépasser ma maladie, c'est montrer que mes muscles, qui sont tellement importants pour moi, ils sont toujours là. C'est un challenge pour moi, donc je le fais. Mon fils est tout petit, c'est encore un bébé, il a maintenant 18 mois, mais je lui explique. Quand je suis en chimio, il marche à peine, on l'installe sur mon lit, j'ai mon plateau de repas, et là, il mange ma compote, il se sert sur mon plateau. Il n'y a rien d'exceptionnel. La maladie, vis-à-vis de lui, n'est pas un tabou. J'explique, maman a mal au ventre, maman a des cellules qui sont pas bonnes dans son corps, maman a des petites bestioles qui grignotent un peu l'intérieur de son ventre. Mais c'est pas grave, maman reste toujours maman. Maman elle est plus fatiguée. Mais si maman peut pas te changer, si maman peut pas te porter parce qu'elle a ses cicatrices et que ça fait encore un peu mal, eh ben maman elle te donne à manger par terre dans la cuisine. Et puis si tu prends pas de bain tous les jours, on s'en fiche un peu. C'est pas très grave. Alors moi je le vis pas forcément super bien, parce que j'ai mal, parce que ça m'emmerde d'être obligée d'aller à l'hôpital, mais on explique, on dit, et ça fait partie de sa vie. Je suis hyper fatiguée. Les médecins me disent « on va suspendre les traitements pendant un certain temps ». Et je leur dis non, on continue. Parce que je me suis fixé une échéance. Et parce que quelques mois après, je sais qu'on a réservé un appartement à Arcachon au bord de la mer. Et que je veux être sur la plage. Que je veux essayer de recourir, que je veux renager. J'ai les doigts hyper froids. J'arrive pas à sentir mes doigts. Je plonge mes mains dans une piscine. J'ai l'impression d'avoir des glaçons au bout des doigts. Et ça m'emmerde d'ailleurs, parce que on n'insiste pas suffisamment sur la période après traitement. J'ai envie que les médecins me disent ce qui va arriver dans les mois qui suivent. Mon vagin est totalement irradié par ce que j'ai eu. Est-ce que tout ça va partir ? Les médecins n'en parlent pas. Ils ne maîtrisent pas tout. Ils savent pas. Et puis aussi parce que s'ils disaient tout de suite, est-ce qu'on se soignerait ? Je suis pas sûre. Mais ce que je comprends déjà, parce que je vais dans une consultation spécialisée, c'est que ce lymphodème qui augmente à ma jambe ne va pas disparaître. Ça va être pour toute la vie. Ça va être une maladie chronique. Et là, j'ai une grande colère. C'est une bagarre pour moi qui va commencer vis-à-vis de moi. Dans la maison, on va plus être 3, mais on va être 4. Mon fils, mon mari, moi et mon lymphodème. Ce 4e habitant qui va me pourrir la vie. Les oncologues, ils sont pas là pour le service après-vente, ils ont malheureusement pas le temps. Mon oncologue m'envoie sur un service spécialisé et sur une association de patients. Cette association, qui est géniale, accompagne les patients qui sont atteints de ces séquelles de lymphodème. Je suis mise en contact avec une médecin dans le sud de la France qui va m'envoyer dans une cure thermale. Je ne vais pas guérir de ces séquelles après cancer, mais elle me donne de l'espoir. Pendant ces 3 semaines, en cure thermale, dans les Pyrénées,
ces super kinés m'apprennent à réaliser moi-même ces gestes-là, à drainer, vidanger mon système lymphatique, à réaliser un auto-bandage pour ma jambe, de réduire le volume de cette jambe que j'aime pas. Je deviens plus experte. Elles m'apprennent aussi à me chausser correctement. J'ai un pied qui est plus large que l'autre maintenant. Adieu pour moi les petites sandales super jolies, les petites spartiates que je portais pendant l'été. Et puis je suis aussi au contact d'une éducatrice sportive qui m'initie à la marche nordique. Et pour moi, c'est un truc de dingue, c'est la liberté avec un grand L. Je ressens dans mon corps l'adrénaline, les shoots de dépassement, les shoots de plaisir que j'avais quand je courais 10, 15, 20, 25 km sur la route. Je me propulse avec ces bâtons sur des chemins dans les Pyrénées, je marche sur le macadam, j'accélère ma vitesse, j'ai l'impression de voler. Ça me devient obligatoire. Chaque jour que Dieu fait pour moi, quel que soit le temps, la pluie, la neige, hormis quand je fais des infections de mon système lymphatique, hormis quand j'ai de la fièvre, je marche. Grâce à cette nouvelle passion, je reprends le contrôle sur mon avenir, je reprends le contrôle sur moi, je reprends confiance en moi. Je m'inscris à un diplôme d'entraîneur de marche nordique avec la Fédération française d'athlétisme. Tous les participants sont sans handicap, tandis que moi j'ai mon handicap à la jambe et j'obtiens mon diplôme. Suite à ça, je m'inscris à un diplôme universitaire, sport et cancer, à la fac de médecine, pour être moi-même enseignante en activité physique dans les services d'oncologie, un truc de dingue. J'ai envie de pouvoir améliorer leur prise en charge, agir le plus précocement possible sur leurs séquelles. C'est un challenge. C'est hyper dur. J'ai des cours d'oncologie, de psychologie du cancer. J'ai des cours d'activité physique. Je fais mes cours avec mon bandage. Et j'obtiens ce diplôme-là. Et je commence à donner des cours dans les services d'oncologie. On est en 2016. Mon corps me plaît plus trop. Ma douche, je la prends hyper rapidement. Je suis pas du genre à me regarder dans la glace. Et mon mari, un jour, regarde mon dos et aperçoit une tache marron sur l'épaule. Et un jour, mon mari me dit « Mais c'est bizarre, j'ai l'impression que ça a grossi. » Je dis « Mais non, il n'y a rien. » Je suis pas du style à m'inquiéter. Il me force à prendre rendez-vous avec une dermato qui me dit « Écoutez, c'est pas joli, je vais faire un prélèvement. » On obtient les résultats quelques jours après. C'est cancéreux. C'est un mélanome et pas un gentil mélanome. Quand j'appelle mon mari, il crie, il se met dans une colère monstre. Il déjeune avec un copain au restaurant. Et le soir, il revient à la maison, il est complètement ivre. Le ciel lui tombe sur la tête une deuxième fois. Moi qui suis croyante, je me dis « Seigneur, qu'est-ce que tu fais pour moi ? Pourquoi moi, encore une deuxième fois ? Qu'est-ce que j'ai fait ?» J'ai jamais été du style à me plaindre. Je tiens juste au courant mes amis et ma famille de ce qui se passe. Et les gens sont sidérés. J'ai 40 ans, un peu plus de 40 ans, et j'ai déjà un deuxième cancer. Deuxième chirurgie, je suis reprise en charge à l'Institut Gustave Roussy. Et tout de suite, je pense, merde, je vais encore avoir un deuxième lymphodème à l'épaule si ça se passe mal. Un bras qui gonfle. Je passe très très près. Heureusement, ça ne se passe pas comme ça et je ne suis pas réopérée. Avec ce deuxième cancer, je perds confiance en moi. Je perds confiance dans mon corps. Je me sens moins à même d'aider les patients en service d'oncologie et de leur donner des cours d'activité physique adaptés. La maladie ne me lâche pas et mon lymphodème progresse. Et là, j'ai encore cette médecin qui m'avait envoyé en cure thermale qui me dit « Vous prenez très bien en charge votre pathologie. Pourquoi ne deviendriez-vous pas patiente experte ?» Je connais le jargon médical, je connais les protocoles, je connais les stades du cancer, je connais les traitements du lymphodème, je connais les chirurgies, je connais tout le matériel. Je suis un peu sur les forums internet. J'ai plein de patients qui me contactent, des professeurs, des médecins, des kinés qui me demandent d'intervenir avec eux dans des formations. Et donc, cette médecin me dit « Il y a un diplôme universitaire d'éducation thérapeutique et là, c'est une révélation. »
Je suis en rupture professionnelle, en longue maladie. J'étais pendant longtemps gestionnaire de club sportif. Je le suis plus. Il faut que je trouve un nouveau sens à ma vie. Et donc, pendant ce diplôme universitaire d'1 an, j'apprends des tonnes de choses. Je suis vue comme une malade. J'ai mon corps que je déteste. Personne ne veut l'entendre, puisque les médecins me disent « Vous êtes soigné de vos cancers. Tout va bien. Et vous auriez pu, en gros, mourir de vos cancers. C'est un moindre mal. » Et là, j'ai une nouvelle place qui se crée dans la société. Je deviens patiente partenaire à l'Institut Curie, avec mon badge orange autour du cou. C'est génial, je suis insérée dans une équipe de professionnels de santé. C'est le début de la résilience pour moi, la reprise du pouvoir d'agir sur ma vie. Je vais réinventer ma vie, je vais la réécrire. Pendant toute ma vie, surtout avec mon père, je suis vue comme la bonne sportive. Et là, je vais participer à des projets de recherche. Je vais avoir un intellect qui va absorber des milliers de choses. C'est le début d'une nouvelle ère pour moi. Et j'ai même la chance de pouvoir écrire un article de recherche qui va être publié dans une grande revue d'oncologie. Je participe à des congrès, une place que j'aurais jamais imaginée. On me propose même, à la Sorbonne, Université des patients, de continuer sur un doctorat. Malheureusement, je suis trop limitée par mon état de santé pour pouvoir m'engager dans un projet de doctorat en 3 ans, mais qu'on me le propose, c'est quand même une belle victoire. Je sens autour de moi que les gens sont très fiers, je sens que mon mari est fier, je sens que mes amis sont fiers. Et puis, je crée une association qui accompagne les professionnels de santé sur les séquelles après cancer, notamment par l'activité physique et par l'éducation thérapeutique. Ça, c'est une belle revanche par rapport à tout ce qu'on m'avait pas proposé. Pendant tout cet engagement, mon mari me soutient. Mon mari me rappelle tout le temps de faire mes contrôles chez mon médecin. Ça fait 15 ans qu'il vit avec cette femme qui est handicapée. J'ai une carte station debout difficile. Il vit avec cette femme qui est plus fatigable, qui est plus douloureuse. C'est pas facile pour lui. Il fait preuve d'un immense courage. Il n'est pas parti. Il y a beaucoup d'hommes qui auraient pu partir. Il a tendance à travailler 2 fois plus, parce que déjà, je suis dans une situation plus précaire financièrement qu'avant. Et puis, il a tellement peur qu'il se passe quoi que ce soit qu'il a tendance à travailler pour mettre sa famille à l'abri économiquement. Et puis, dès qu'il a un problème de santé, comme il est hypocondriaque, il me dit toujours « Ah, mais moi, j'ai pas le droit d'en parler. Moi, j'ai pas le droit d'être malade. C'est toi la malade dans la famille. » Puis, je suis un peu dure. Dès qu'il a une petite grippe ou un petit rhume, j'ai tendance à lui dire « Oh, c'est rien. » C'est pas toujours facile, mais quand je vois tout ce qu'on a surmonté au travers de ces bientôt 25 années de mariage, je me dis qu'on a quand même réussi et que la chance d'avoir pu me reformer, me montrer que j'étais capable, m'investir dans ces associations de patients, donner des cours à la fac. Je relis des essais cliniques pour la Ligue contre le cancer. Je collabore avec des industriels de santé pour développer des matériaux innovants pour les patients de demain qui déclencheront un lymphodème comme moi. J'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice quand je vois tout ce chemin parcouru, même si je déteste ma jambe, même si je n'accepterai jamais ces séquelles-là. C'est trop facile de dire qu'on peut accepter. Je ne ferai pas le deuil de ma vie d'avant. C'est juste une vie différente qui est géniale, mais qui n'est pas toujours facile. Mon fils aussi me soutient. D'ailleurs, mon fils me roule tous les soirs les bandes qui vont servir à faire mon bandage à ma jambe. À 16 ans. C'est un super soutien, c'est ce qu'on appelle un aidant. Ce cancer, il m'a fait grandir, il m'a apporté une maturité que j'aurais jamais eue. Il m'a fait me rendre compte que j'étais intelligente, que j'avais un cerveau qui fonctionnait bien, que j'avais du prix aux yeux des gens, aux yeux de ma famille, aux yeux de la société. Maintenant, j'ai 50 ans, je me sens bien dans mes baskets. Le fait d'avoir eu ma ménopause à 35 ans, je me sens moins vieille que mes copines de 50 ans qui sont ménopausées maintenant. Je me dis que j'ai encore des choses à accomplir. Mon prochain challenge, c'est le golf. C'est tout un champ des possibles pour moi. Alors, je suis pas très douée. Je sais que moi, j'ai mon handicap. Je sais que c'est une limitation. Et je me dis que quand même, avec ça, c'est hyper courageux de ma part de le faire. Donc ça, c'est mon petit challenge à moi.
Vous venez d'écouter Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Laura Taouchanoff. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargée de pré-production, Astrid Verdun. Prise de son, Johanna Lalonde. Montage et habillage musical, Mona Delahaye. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 3 fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.